Voilà, on va démarrer. L'enregistrement est lancé. Je salue de nouveau l'impétrant Donald Laroche. Je salue les collègues, le docteur Levenson Jean-Louis et le collègue, le docteur Sylvestre Nelson. Alors, voilà, nous avons aujourd'hui, nous commençons cette journée de soutenance. Cet après-midi, ça va faire la quatrième, ou la cinquième plutôt, journée de soutenance de mémoire. Aujourd'hui, c'est M. Donald Laroche qui est chargé de nous présenter ses travaux qui portaient sur droits humains en Haïti au regard de la Constitution de 1987, cas du site Baudouin de Jacmel de 2010 à 2024. Le directeur, comme je vous le disais, c'est le docteur Levenson Jean-Louis, le directeur de mémoire, et le rapporteur, c'est Nelson Sylvestre. Sans plus tarder, l'impétrant a 10 minutes pour présenter ses travaux. Après coup, je passerai la parole au collègue Nelson Sylvestre, puis au directeur de mémoire, et ensuite, en tant que président, j'interviens. Monsieur Donald Laroche, tu as la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, honorable président du jury, Dr Nelson Sylvestre, membre du jury, Dr Levenson Jean-Louis, membre du jury et directeur de notre mémoire. Nous avons un grand honneur d'être aujourd'hui au sein du local de l'UES à Jacmel pour présenter notre mémoire. Permettez-moi, Monsieur le Président, de commencer par féliciter l'équipe qui dirige l'IUS parce que depuis notre fréquentation à l'IUS, nous avons pu remarquer que cette institution est bien organisée et tout est planifié au sein de l'IUS. Mais nous voulons bien adresser donc nos sentiments de gratitude à l'endroit du professeur Fred Selimel, qui à un moment donné, nous n'étions pas motivés à poursuivre notre étude. Par le biais de Maître Nikes Emmanuel, il nous a conseillé de poursuivre notre étude au sein de cette institution. Depuis notre fréquentation à cette institution, nous nous sentons plus valorisés socialement. C'est pourquoi nous adressons tous nos remerciements au professeur Fred Selimel. Un grand merci aussi à notre directeur de mémoire, infatigable, toujours disposé et disponible à nous écouter. Merci, docteur Nelson, d'être là. Et je profite très rapidement pour remercier certaines personnalités qui nous ont accompagnés pendant cette formation. Il s'agit de Maître Emmanuel Nikes, professeur Jean-Léon Ambroise, docteur Mipsam Janice, Madame Magdala Jean-Baptiste, rectrice de l'UPSEJ, Maître Luther Darwin Jules, inspecteur Jules civil et j'en passe. Maintenant, nous voulons revenir sur la question du jour. Donc, nous avons choisi comme thème d'étude les droits humains. Donc, apparemment, le thème droits humains paraît un peu très familier et même trop familier. Mais attention, d'après Daniel Louchard, le thème droits humains, c'est l'un des plus importants problèmes de notre temps. Et c'est pourquoi nous avons décidé de travailler sur un problème important, un problème à portée universelle. De ce thème de recherche découle notre sujet qui est donc droits humains en Haïti au regard de la Constitution de 1987,
cas du site Baudouin à Jacmel de 2010 à 2024. Là encore, parler de droits humains. D'après notre plan, il s'agit de justifier le sujet, les éléments de problématique, le noyau de la recherche qui est constitué de la question de recherche, des hypothèses, des objectifs, de la méthodologie, la structure du travail et ensuite la conclusion suivie des recommandations. Alors là, parler des droits humains en Haïti devient une préoccupation nationale par le fait que depuis notre existence, la question des droits humains se pose en Haïti, même depuis la période coloniale. Alors, à partir de 2010, avec le tremblement de terre qui a ravagé la ville de Port-au-Prince et une partie aussi de la ville de Jacmel, nous constatons que les droits des Haïtiens se dégradent de plus en plus à cause des conséquences néfastes de ce tremblement de terre. Et arrivé en 2024, nous constatons que la dégradation des conditions de vie de la population haïtienne se dégrade davantage à cause du climat, de l'insécurité et de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, avec la terreur des gangs armés dans la capitale et un peu partout dans le pays. Donc, nous avons constaté là une dégradation considérable des conditions de vie de la population. Et c'est pourquoi notre sujet, les droits de l'homme, et bien dans le cadre de ce travail, nous n'avons pas pris en considération les droits civils et politiques comme les tortures, les arrestations illégales, mais nous avons considéré donc les droits sociaux et économiques. C'est notre priorité dans le cadre de ce travail. Mais parlons aussi de la Constitution de 1987. La Constitution de 1987, c'est le premier document de référence de la nation, c'est la Constitution en vigueur. C'est le premier document d'orientation. C'est pour cela que nous avons choisi de travailler sur ce document qui a un caractère tout à fait officiel et que dans la Constitution de 1987, les droits socio-économiques comme par exemple le droit à l'éducation, au travail, au logement, etc., se sont figurés dans cette Constitution. Et la Constitution de 1987, c'est un document extrêmement important en ce sens. Elle a été votée par près de 99% de la population. Et voilà pourquoi nous avons travaillé aussi sur le site de Baudouin. Et que le site de Baudouin, c'est une agglomération qui a été fondée par les autorités après le tremblement de terre pour relocaliser les populations qui s'étaient réfugiées, par exemple, sur le terrain Péchina, terrain Caïvov, terrain Boisbeuf, etc. Et à un moment donné, après quelques mois, pardon, et que ces populations étaient délocalisées par les autorités de la ville. Et qu'en principe, les autorités connaissent l'existence des droits fondamentaux, des droits inaliénables prescrits par la Constitution de 1987, qui est un document officiel et qu'on espère voir une amélioration des conditions de vie de la population du sud de Baudouin. Et comme constat, on a constaté que cette population vit encore dans des conditions inhumaines. Donc, voilà comment on peut justifier le sujet. Et pour la problématique, nous avons démarré donc avec un élément, c'est les droits de l'homme dans les relations internationales. Et droits de l'homme en Haïti se réfère à la question de la pauvreté. Étant donné qu'il n'y a pas de travail de recherche en dehors d'une question de recherche, nous avons formulé une question de recherche. Comment peut-on expliquer la question des droits humains en Haïti au prisme des défis et des enjeux qui influent les conditions de vie des populations du sud de Baudouin au regard de la Constitution de 1987? Là, il y a une hypothèse qui a été formulée et l'inadéquation récurrente entre les conditions de vie inhumaines des habitants du sud de Baudouin et d'ordre politique administratif en termes de politique d'aménagement du territoire et de vision de développement et socio-économique. L'objectif principal, donc, qui est peut-être considéré comme le fil conducteur de la recherche, et on pose la question, en fait, l'objectif est visé comprendre l'inadéquation entre les prescrits de la Constitution de 1987 en matière de droits socio-économiques et les conditions socio-économiques précaires
dans les quartiers défavorisés, spécialement dans le site de Baudouin. Il y a des objectifs spécifiques. Le travail est reparti donc en 4 chapitres. Les 2 premiers chapitres ouvrent la question des droits de l'homme sur le plan universel pour fermer un peu avec la question en Haïti, la violation des droits de l'homme, la période post-86 en Haïti. Donc, ce qui se passe en Haïti dans le contexte de l'élaboration et l'adoption de la Constitution de 1987, et pour arriver enfin donc, au site Baudouin pour constater à travers l'enquête menée qu'il y a une dégradation de la situation des droits humains en Haïti. Et voilà la conclusion, donc, par de la question des droits de l'homme sur le plan universel, de la question des droits de l'homme en Haïti, et pour arriver à formuler quelques recommandations. Voilà, Monsieur le Président du jury, nous tenons donc à vous remercier et nous vous remettons la parole pour les suites nécessaires. Et merci beaucoup. Merci, Monsieur Laroche Donald, pour déjà pour le respect des délais impartis. Puisque comme nous le savons, nous avons beaucoup de mémoire par la suite, et si nous commençons à prendre du retard dès le premier mémoire, ben, après, on quitterait ici à minuit, quoi. Bon. Alors, merci pour ce respect. Merci pour les mots d'introduction à l'endroit de l'IUS. Hein, ça nous encourage tous à poursuivre dans la bonne direction. Nous pensons que c'est la bonne direction. Puisque ce qui tire de tels propos, c'est que nous n'avons pas encore fait trop de bêtises. Donc, merci pour ces mots à l'endroit des membres de la direction de l'IUS et des membres de l'IUS. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue qui est rapporteur de mon travail. Je vais passer la parole au docteur Nelson Sylvestre. Bonsoir, docteur Célimène. Merci également pour la présidence. Et félicitations à Donald et également un grand bonsoir à toute l'assistance. Et double merci au docteur Jean-Louis, premièrement, et pour l'appui à la communauté haïtienne, je dirais communauté académique, parce que ce n'est pas toujours facile d'accepter, d'accompagner des étudiants, sachant que parfois les étudiants donnent du fil à retordre pour ce travail. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Et également, jusqu'à présent, l'IUS est au service de cette communauté. Et quand d'autres professionnels, d'autres enseignants, d'autres chercheurs accompagnent l'IUS, vraiment, c'est à féliciter. Et merci également parce que diriger un travail sur les droits humains, ce n'est pas toujours facile. Et parce que la vérité, le concept même des droits humains, c'est un concept jusqu'à aujourd'hui un peu, je dirais, contesté. C'est un concept contesté. Et donc, il faut du courage pour travailler sur un concept pareil. C'est pourquoi je vais lancer les débats et j'espère bien que Donald soit prêt pour affronter ce débat. C'est ça, Donald, ou c'est pas encore ça? Affronter les expérimentés comme vous, c'est pas le mot approprié. Je suis là pour dans le contexte d'une amélioration de notre travail, comme je ne me sens pas prêt à vous affronter en qualité de professeur de criminologie expérimenté que vous êtes. Non, de toute manière, ce n'est pas facile. C'est pour faciliter la tâche à l'auditoire d'apprendre davantage. Et nous autres, nous sommes là également pour apprendre. Et alors, je n'ai pas de préoccupation parce que j'ai une grande satisfaction, au contraire, dans les titres, sur le plan de la forme, parce que je n'ai pas vu vraiment d'article défini et d'article d'indéfini dans les titres. Pour moi, déjà, c'est bon.
Cela dit, tu as laissé d'espace pour le débat. Et c'est ça, l'ambiance académique. L'ambiance académique, c'est toujours une ambiance de débat. Et deuxième chose, je ne me fais pas souvent le gendarme de la forme, sachant qu'à l'IUS, nous avons déjà un format. Il faut toujours s'atteler à respecter ce format pour donner un peu d'universalité aux documents qu'on aura à mettre sur la bibliothèque digitale de l'IUS pour faciliter la tâche. Et vous savez qu'en général, on reconnaît une université par le modèle des travaux présentés par les étudiants. Parfois, en voyant uniquement le format, on dit « Ah, ça c'est un travail présenté à telle institution ». Et je pense que c'est très, très, très important. C'est de cette manière également qu'on reconnaît un humain par sa forme physique et sa forme extérieure. Maintenant, quand l'humain prend la parole, on va dire « Ah, peut-être ça c'est Dr Jean-Louis, ah, ça c'est Nelson Sylvestre, ah, ça c'est Laroche ». Donc, mais déjà, on entre dans le contenu. Mais la forme doit permettre de reconnaître l'institution. C'est pourquoi on exige souvent que les étudiants respectent le format, et tout au moins pour donner cette allure-là. OK. Et maintenant, Donald, on dit droits de l'homme, on dit droits humains. Y aurait-il nuance? Et je vois à la page 22 de ton travail, tu parles justement de droits de l'homme et de droits humains. Que pourrais-tu nous dire à ce sujet? Droits de l'homme, droits humains. Y a-t-il nuance? Première chose. Tu peux répondre et on fait ça souvent. Merci, docteur, pour la question. Mais au prime abord, on utilise surtout l'expression droits de l'homme. Et au fil du temps, on a tendance à remplacer l'expression droits de l'homme par droits humains. Donc, l'expression droits de l'homme apparaît trop discriminatoire. Employée même avec une majuscule qui, d'ailleurs, ne s'entend pas à l'oral, ça peut poser un problème de détails sémantiques importants. Cette application en parlant de droits de l'homme, ce n'est pas neutre avec la Révolution française. Quand on parle de droits de l'homme, on parle de l'homme, on voit que le masculin, et c'est une manière, c'était une manière d'exclure les femmes, les enfants et les autres catégories de la société. Et c'est pourquoi, à un moment donné bien précis, soit le 10 décembre 2018, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCE, avait préféré l'expression droits humains à celle de droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous autres, nous avons aussi opté pour l'utilisation de l'expression des droits humains qui a un caractère plus général, plus universel et qui rassemble toutes les catégories, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les handicapés, que ce soit les enfants. Et voilà pour moi comment je peux aborder cette question. Et merci. Très bien, très bien. Et maintenant, puisque la thématique de ton travail, c'est droits humains, c'est droits humains par rapport à qui ou par rapport à quoi? Et disons, auprès de qui revendiquer ce droit? Donc, si vous regardez donc, la société, il y a l'État qui est considéré comme une entité morale et que les individus agissent au nom de l'État. Et c'est pourquoi au début, nous avons considéré un document officiel, c'est donc la Constitution de 1987, et que l'État est le premier garant de l'application de la Constitution. À chaque fois qu'on revendique les droits de l'homme, les droits humains dans un tel contexte, dans un contexte assez général, là, on voit la responsabilité de l'État, car à un moment donné, l'État haïtien, avec donc après la proclamation
de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et d'autres textes internationaux qui se portent garant des droits de l'homme. Donc, Haïti a élaboré sa constitution en se référant à ces textes-là, principalement la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848. Donc, l'État s'engage. Donc, à partir de ce moment-là, dans le cadre de ce travail, à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, garantie des droits de l'homme, on ne veut pas exclure donc les autres entités de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, mais on voit l'État qui est là en principe pour administrer, pour gérer la cité comme arbitre et qui doit apporter une forte contribution donc à la question des droits de l'homme. C'est en se référant à l'État, en se référant à des textes qui sont élaborés pour la protection des droits de l'homme, c'est en fonction de ces éléments-là que nous parlons de la question des droits de l'homme. Il faut garantir, il faut protéger les droits de l'homme. On voit en face l'État qui est donc la collectivité de la société organisée. Merci. Très bien, très très bien. Maintenant, et en faisant référence à l'État, vous savez que l'existence même de l'État, c'est un consensus, si je ne m'abuse. Parce que l'État est comme une représentation de la société. Eh bien, je vois que dans ton travail, tu parles de la Constitution de 1987. Mais tu sais, en Haïti, il y a toujours un problème en parlant de Constitution. D'ailleurs, en nommant l'année 1987, et je crois avoir entendu également parler de 87 amendé. Quelle précision pourrais-tu faire pour nous en ce sens? D'accord. Mais nous avons deux versions de la Constitution. En aucun cas, l'étudiant ne peut pas travailler sur les deux versions en même temps. La Constitution amendée, à mon avis, n'a pas été suffisamment vulgarisée et suffisamment publiée pour être à la connaissance de tous les Haïtiens. Étant donné la Constitution de 1987 est considérée aussi comme en vigueur, étant donné qu'elle est plus vulgarisée, donc nous avons choisi de travailler sur la version ancienne, d'accord, qui peut permettre de bien saisir nos réflexions, d'accord. Et là, il y a un jeu malin qui se fait en Haïti. C'est comme on joue sur deux claviers. Le représentant ou bien la personne en question, quand ça marche pour lui, il fait appel à la Constitution de 1987. Tantôt, il fait appel à la Constitution de 1987 amendée. Donc là, c'est un problème. Mais, étant donné aussi qu'il n'existe pas en Haïti un ordre de juridiction d'interprétation constitutionnelle, ça pose un problème. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas résoudre ce problème où il y a deux constitutions qui se trouvent apparemment en application. Donc, nous avons fait un choix. Nous avons choisi de travailler sur la version ancienne, mais non pas sur la version amendée. Merci. Très bien. OK. Donc, tu serais dans ce cas d'accord avec moi que il peut se poser un problème de revendication et ça pourrait également affecter ton travail. Parce qu'en réalité, ton travail, c'est un travail académique, un travail de recherche axé sur la science. Donc, en réalité, si on n'est pas trop sûr de l'institution, du document à partir duquel on doit poser le problème, si on prend la décision d'adresser le problème à partir d'un document qui, il me semble, est utilisé à chaque fois en fonction des avantages des uns ou des autres, eh bien, il peut y avoir un problème. Par exemple, tu as parlé de 97% de la population qui a voté la Constitution de 1987. Donc, ça pourrait donner légitimité. Le grand problème peut-être, quelle a été cette population électorale à l'époque
quelle a été également l'ambiance dans laquelle le vote a été donné. Donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un problème à la base pour mieux indiquer des pistes de solution. Donc, ma question, peux-tu en clair nous dire quels ont été les problèmes réels de droits humains à partir de cette constitution de 1987 et quelles sont les solutions pratiques et viables que toi-même tu as indiqué dans ton travail ou l'auditoire? Docteur, je n'ai pas bien saisi la dernière phrase. Vous voulez bien reprendre pour nous, s'il vous plaît? Oui, c'est-à-dire, dans ton travail, quels ont été les problèmes détectés en fait de droits humains, se référer à la Constitution de 1987? Et quelles pistes de solutions concrètes et pratiques as-tu indiquées? Donc, le problème ne réside pas dans la Constitution de 1987, véritablement, mais alors, ce n'est pas dans l'élaboration de la Constitution, mais c'est surtout dans son application. Et c'est pourquoi nous relatons l'ensemble des droits socio-économiques qui sont affichés dans la Constitution. Et c'est pourquoi dans le développement du travail, nous avons considéré les points forts de cette Constitution, à savoir une Constitution libérale, démocratique, mais le problème, c'est que nous avons constaté que les prescrits de cette Constitution en matière de droits humains, en matière de droits de l'homme, ne trouvent pas, près de plus de 3 décennies après, ne trouvent pas son application. On ne trouve pas l'application de la Constitution, c'est là que se pose le problème de recherche. Mais nous disons quelle contribution que ce travail pourrait apporter, mais ce travail est rédigé dans le contexte général de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Et je reprends cette idée. Notre travail de recherche sur la Constitution est élaboré dans le contexte général, que l'on veuille ou non, de l'élaboration d'une nouvelle Constitution en Haïti. Depuis le passage du président Martelly, il y a eu donc un ensemble de considérations sur l'éventuelle adoption d'une nouvelle Constitution. Avec le président Jovenel Moïse aussi, il y a eu une tentative, je crois, pour essayer d'amender ou de venir avec une nouvelle Constitution. Étant donné qu'on est dans un contexte d'élaboration d'une nouvelle Constitution, je pense que ce travail peut attirer l'attention de plus d'un sur les qualités et les faiblesses de la Constitution de 1987. Donc, pour qu'on puisse prendre en considération de ces éléments-là pour l'élaboration de cette nouvelle Constitution. Et c'est pour ça, dans le travail, dans la conclusion, nous avons évoqué le caractère utopique de la Constitution de 1987. C'est pour inviter les constitutionnalistes, les gouvernements et même aussi les Haïtiens à prendre conscience des faiblesses de cette Constitution pour appliquer, pour élaborer une autre Constitution plus adaptée. Car souvent, on entend dire, on entend les expressions, on entend les citoyens qui disent que cette Constitution n'est pas trop adaptée. Regardez par exemple la question de la décentralisation, la question des collectivités territoriales qui n'est pas dans notre habitude, qui n'est pas dans notre coutume, et cela n'arrive jamais à être concrétisé. Donc c'est un problème. Nous n'avons pas cette mentalité en Haïti. On a trop calqué sur d'autres constitutions, peut-être la Constitution française et d'autres textes pour élaborer notre Constitution, et la Constitution écarte de la réalité haïtienne. Donc la Constitution de 1987, proprement dit, écarte trop la réalité haïtienne. Donc en parlant de la Constitution donc, de 1987 dans notre travail, on pense maintenant attirer l'attention des dirigeants, des constitutionnalistes, etc., sur la nécessité de penser à élaborer éventuellement une constitution plus appropriée, plus adaptée et plus réaliste et plus conforme à la réalité haïtienne. Donc, regardez. Le mois dernier, j'ai été à l'US dans cette salle-là où je me trouve maintenant. Il y a donc un doctorant, je ne me rappelle pas le nom,
il était accompagné de M. Ronald Andris sur cette table-là où je me retrouve pour parler de la Constitution de 1987. Donc, je ne me rappelle pas donc, le thème, la thématique développée, mais j'étais présent et je constate qu'il a évoqué donc, des suggestions. Il a beaucoup expliqué sur la Constitution de 1987 et c'est très bon à l'US de provoquer des débats sur la Constitution de 1987 pour essayer, donc, comme je vous dis, d'attirer l'attention de tout le monde sur les faiblesses de cette Constitution et dans une perspective d'élaborer une Constitution nouvelle plus adaptée à la réalité haïtienne. Et je crois que c'est une contribution énorme, bon, excusez-moi, pas énorme, même assez modeste, de travailler sur la Constitution de 1987. Comme je vous dis au départ, c'est un document officiel de référence, de première référence de la nation. Ce n'est pas un texte ordinaire. Comme les Haïtiens veulent vivre en dehors des textes, mettre la Constitution de côté, etc., mais ce n'est pas bon du tout. Il faut qu'il y ait des débats dans les universités et même il faut enseigner la Constitution dans les écoles classiques. Je ne sais pas avec les nouveaux secondaires, est-ce que la Constitution de 1987 est enseignée dans nos écoles secondaires? Regardez par exemple, la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture est bel et bien enseignée dans les écoles haïtiennes. Par exemple, quand on doit parler de Toussaint Louverture, il faut faire référence, il faut expliquer les contenus de la Constitution de 1801. Mais c'est bon. Mais quand il faut considérer la Constitution de 1987 en vigueur, les Haïtiens ignorent trop souvent l'existence qui est fondamentale en termes de droits fondamentaux, en termes de conditions de vie qui sont élaborées dans cette Constitution et que les Haïtiens ignorent. Donc, ces éléments-là, même les gens les plus lettrés, même les universitaires, donc, ils n'arrivent pas bien à assimiler donc, les notions et pour qu'on puisse, à un certain moment de la durée, revendiquer ses droits. Donc, ils n'arrivent pas peut-être à revendiquer ses droits, même si la Constitution n'est pas un texte juridique d'application, même s'il faut avoir, en fait, des lois cadres, parce que la Constitution, c'est un document d'organisation. Je vous rappelle bien, oui, monsieur Sylvestre, dans votre cours, disons, de criminologie, et je répète, M. Sylvestre, dans une séance de cours de méthodologie, que nous avons appris que la Constitution, ce n'est pas un document juridique d'application directe et immédiate. Il faut d'autres lois cadres pour venir en application, pour permettre. Est-ce que nous disons, il faut appliquer la Constitution de 1987, c'est appliquer, disons, eh bien, l'article 32, donc, parle de la gratuité de l'école. Mais attention, il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui est là pour organiser l'éducation en se référant à la Constitution. La Constitution de 1987 parle des 3 niveaux de l'enseignement. En gros, c'est des dispositions que porte la Constitution, mais il faut d'autres lois cadres et souvent, on ne trouve pas ces lois cadres. Et si ces lois existent, ils ne sont pas en application. Voilà tout ce qui se pose comme problème dans notre société. Bon, je ne voudrais pas être trop long, je vous permets de poser d'autres questions et merci beaucoup. Très bien, donc ce qu'on apprend là, c'est qu'il y a un problème d'application et également un problème de non-adaptation de la Constitution de 87 et par conséquent, il en faut une nouvelle. C'est là. Moi-même, je tire comme conclusion et je crois que c'est dans ton travail et à la vérité, il se pose un problème de devoirs humains, puisque le respect d'une constitution concerne les principaux responsables de l'État, puisque tu fais responsable à l'État. Donc, c'est un problème de devoir. Donc, quand les gens ne prennent pas en compte leurs responsabilités, donc, ils n'accomplissent pas leurs devoirs. Donc, parce qu'ils n'accomplissent pas leurs devoirs, eh bien, les humains voient, si vous voulez, leurs droits menacés. Vous voyez, donc je pense que là où tu poses le problème de devoir et droit, je pense que c'est bien. Donc en gros, Monsieur le Président, c'était là mes commentaires et remarques et je pense que je suis satisfait des réponses avancées par Donald. Merci beaucoup. En effet, monsieur le rapporteur, j'allais justement dire que Donald fait des réponses pertinentes.
Je le félicite pour ses réponses, et voire même pour ses répliques, hein, parce qu'il il argumente. Et ça, je trouve ça très bien. Donald Laroche montre qu'il a une bonne diction dans sa présentation orale. Alors, si le docteur Levenson le permet, comme il est directeur de mémoire, je vais poursuivre. Et peut-être que je risque de ne pas dire des choses de droit en tant qu'économiste. Donc après, s'il prend la parole après moi, il pourra me corriger. Hein, et je compte sur lui pour ça. Et je dois féliciter aussi Donald Laroche pour la diction. Hein, il a une bonne diction, une bonne intonation. Il s'exprime extraordinairement bien et j'apprécie. Je dois aussi le féliciter. Là, je suis dans la forme hein, pour l'instant. Je dois le féliciter pour le souci qu'il a eu de respecter les règles de présentation de l'IES. Le docteur Sylvestre l'a dit, chacun dans un établissement ne peut pas avoir la forme qu'il veut. Et je vois que Donald Laroche a été soucieux, hein, il a été soucieux de respecter les règles. Mais c'est lié, le fait de respecter les formes, c'est lié au fond. C'est parce qu'il maîtrise bien le fond de son dossier qu'il a pu articuler son plan, hein, il a pu articuler son plan de façon équilibrée et cohérente. Et de façon équilibrée et cohérente, son travail, c'est parce qu'il le maîtrise. Et très souvent, il y a un lien entre l'absence de robustesse dans la connaissance de son sujet et le non-respect des formes, le déséquilibre dans le plan et tout ça. Donc, je suppose que M. Donald Laroche a été encadré sérieusement par notre collègue, le docteur Levenson Sylvestre, qui, j'en profite pour le remercier pour sa collaboration sans faille à l'IES. Et si on a des félicitations comme M. Donald Laroche au début de son intervention, c'est grâce à des docteurs comme Levenson Sylvestre, Levenson Jean-Louis, pardon, qui n'hésitent pas à nous faire part de ses remarques et à collaborer en permanence avec nous depuis quelques années. C'est grâce à ce genre d'intervention, d'intervenants et de collaboration que nous réussissons à faire des choses, je ne dirais pas excellentes, mais je ne dirais pas non plus bonnes, mais pas mal, quoi, disons. Pas mal. Donc, je profite pour le remercier encore. Toujours sur la forme du travail de Donald Laroche, je trouve qu'il a fait de bonnes recherches documentaires, il y a une sorte de recherche documentaire, mais bon, les chercheurs sont toujours boulimiques. Je trouve que c'est insuffisant. Mais en même temps, pour un mémoire de master, ce n'est pas une thèse de doctorat, pour un mémoire de master, je trouve que c'est très bien. Je trouve que ça va. Hein? Donc, si jamais ce travail devait être prolongé, il va nous... Parce que sur les droits humains, au niveau universel, au niveau des applications des États et au niveau de l'État haïtien, il y a tellement de choses d'écrites et de discussion. Et donc, je pense qu'il aura matière pour faire quelque chose de sérieux. Donc, vraiment sous la forme, je suis vraiment satisfait et certains devraient en prendre de la graine. Sur le fond, j'ai bien aimé la progressivité dans le plan. Et là encore, c'est la preuve que l'impétrant maîtrise son sujet. Il maîtrise son sujet, il aime bien la progressivité dans l'évolution historique des droits de l'homme, l'effectivité des droits de l'homme dans les États, par les États,
hein, dans un État. Ensuite, on précise encore en Haïti, le troisième chapitre. Et le quatrième chapitre, je comprends, c'est sectoriel. Mais moi, j'aurais gardé les réalités des droits humains en Haïti. Parce que l'on prenne, parce qu'il a pris par secteur l'éducation, le logement, etc. Et tout ça, c'est des droits humains. Le droit d'être logé, le droit de se nourrir, le droit de travailler, le droit de s'éduquer, d'être éduqué, etc. Ça rentre dans les droits humains. Donc, j'aurais gardé, non pas droits sociaux, hein, réalité des droits sociaux en Haïti, j'aurais gardé, toujours pareil, réalité des droits humains hein, en Haïti, parce que tous les secteurs qu'il a abordés, je le répète, logement, alimentation, éducation, tout ça, c'est des droits humains. Donc, il va me répondre là-dessus. Peut-être qu'il pourra me donner, comme il s'est signé faire, me donner une réplique convaincante. Mais j'aurais gardé le mot droit humain. Et puis, qu'est-ce qui c'est pas suffisamment dit dans le quatrième chapitre, mais il peut nous le dire de façon plus claire dans son exposé s'il me répond. Pourquoi la commune autour de Jacmel? Pourquoi cette commune de Baudouin à Jacmel? Pourquoi il a pris ce cas-là? Parce que tout le travail qu'il a présenté dans les 3 chapitres, c'est un travail qui peut être abordé au niveau haïtien pour tout le pays. Tout le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est tout le pays. Et même le chapitre 4, en grande partie, c'est tout le pays. Mais il a choisi ça comme champ d'application, si on peut dire, mais il n'a pas été satisfait de l'explication. Pourquoi il n'a pas pris notre commune ou Port-au-Prince, où les droits humains sont quand même un peu plus sulfureux, quoi. Alors donc, voilà, je ne serai pas plus long parce que je dois passer la parole au directeur de mémoire, le collègue Levenson Jean-Louis ne m'en voudra pas si c'est abusé un peu du temps. Donc, je lui passe immédiatement la parole. Bonsoir à toutes et tous. Et merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble des dirigeants de l'US, institution, je dirais, qui est d'une grande importance pour la communauté jacmélienne et l'ensemble du pays en général. Et je tiens aussi à saluer les collègues ici présents, plus particulièrement le rapporteur, M. Nasson Sylvestre, et je tiens aussi à saluer l'assistance. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale qui retiendra vraiment toute l'attention sur le travail de l'impétrant, M. Donald Laroche, que je tiens à féliciter. Féliciter l'impétrant pour, tout d'abord, pour le choix du sujet de son mémoire, dont j'ai eu l'honneur de diriger. C'est un sujet, je dirais, qui tombe à pic au regard des événements que nous connaissons tous en Haïti. J'en suis sûr que ce travail apportera sa part dans la problématique relative quant aux violations des droits humains en Haïti de manière générale. Je pourrais dire que je me réjouis déjà quant à la place de ce travail dans les débats politiques à venir. Permettez-moi de vous dire que au-delà du temps que j'ai passé avec l'étudiant, puisqu'on a passé vraiment plusieurs semaines de travail ensemble, plusieurs semaines d'observation, de conseils auprès de cet étudiant, pour être sûr de la qualité du travail de recherche à effectuer et qu'il venait de nous présenter pour être jugé, bien entendu. Nous avons rencontré
Et néanmoins, quelques petits obstacles, parce qu'aucun travail vraiment scientifique au niveau de master n'est parfait. Je l'avoue, quant à l'enquête du terrain par rapport à certains obstacles, puisque lorsque vous faites ce genre de travail d'enquête du terrain dans des communautés avec de telles précarités, parce qu'il faut savoir que le site de Baudouin, il aura l'occasion peut-être d'en dire un peu plus, c'est un site qui a été, je dirais, créé dans l'idée, dans l'optique d'accueillir les sinistrés suite au séisme du 12 janvier 2010. Donc, dans ce site, on retrouve vraiment que des couches défavorisées, et ce qui a retenu l'attention de l'Impétrant de travailler sur ce site. Et trouver la collaboration des participants d'une enquête axée sur leur vie privée, parce qu'ils vont croire, lorsqu'on essaye de les interroger sur certaines questions relatives aux violations des droits humains, ça touche à leur intimité. Donc, ce n'est pas quelque chose de très facile. Puisque la précarité elle-même est telle que certaines personnes n'ont pas parfois la patience de vous écouter, voire de se confier à vous en vous livrant certaines informations qui pourraient vraiment retenir l'attention de ce travail. Ce que je peux dire au regard de l'Impétrant, personnellement, j'adore sa motivation, j'adore sa rigueur, son investissement dans ce travail. Je ne cache pas vous dire que plusieurs observations à plusieurs reprises que j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour le renvoyer, retravailler certains aspects de son travail. Il a toujours fait preuve de courage, de motivation. Je n'ai jamais ressenti à aucun moment le moindre sentiment de découragement de sa part. Et Dieu sait que je l'ai vraiment bouleversé, je l'ai vraiment bousculé dans son travail. Sur le fond de ce travail, je dirais que c'est un sujet digne d'une problématique à la hauteur des attentes d'un étudiant ou d'une étudiante en Master 2, car ce sujet est d'actualité. Et je conseillerais vraiment vivement à l'étudiant Laroche de poursuivre sa recherche sur ce sujet dans un cadre plus vaste pour ses études doctorales. Permettez-moi de redire tout ce que vous avez déjà dit au regard de la présentation de M. Laroche. Je pense qu'il a été convaincant quant aux réponses apportées aux questions du rapporteur, en l'occurrence M. Nelson Sylvestre. L'assistance serait d'accord avec moi pour dire que l'Impétrant fait preuve d'une grande éloquence et qu'il a prouvé ses connaissances approfondies du sujet. Je vous félicite, M. Donald Laroche, pour votre travail. Je ne m'envoie pas de fleurs, parce que c'est son travail, ce n'est pas le mien de travail. Moi, j'étais là que pour l'encadrer, c'est son travail. Et comme je disais tantôt, il n'est pas parfait. J'espère qu'il va trouver l'occasion de continuer ses études doctorales et travailler autour de ce sujet, parce que comme il a si bien dit, docteur Fred, ce travail, pourquoi l'a-t-il travaillé autour, même pas d'une commune, d'un quartier, pourquoi pas autour d'Haïti de manière générale? Et ce serait l'objet d'un sujet de recherche au niveau d'une étude doctorale. Donc, je n'ai pas de questions, moi, puisque les questions que j'avais à poser, j'ai eu l'occasion de les poser à M. Laroche. C'est donc d'attendre ce que la délibération va lui apporter. Merci à vous. Merci, docteur Jean-Louis. Je voulais juste rectifier un point, même si tu as dit que tu n'as rien à voir sur son travail. Je profite pour dire à tout le monde que
un travail, quand il est de qualité comme ça, c'est que le directeur de mémoire a fait son job. Le directeur de mémoire a fait son job. Donc, même si, modestement, le docteur Jean-Louis Levenson dit ne pas assumer la qualité du travail, oui. Un bon travail, c'est quand l'étudiant a eu du corps à corps, des contacts avec son directeur. Donc, le directeur joue un rôle clé, hein, et je tiens à le dire auprès des autres étudiants qui doivent nous écouter. Le directeur ne peut qu'améliorer votre travail. Donc, évitez de le fuir, évitez de rester plusieurs mois sans entrer en contact avec lui, et puis au dernier moment, vous pensez qu'avec un coup de baguette magique, il va rendre le travail médiocre, il va rendre le travail médiocre en travail de qualité. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a pas de magicien, hein, il n'y a pas de magicien dans le monde universitaire. Voilà. Donc, Monsieur Laroche, vous avez la parole pour répondre dans l'ordre au docteur Sylvestre et éventuellement moi-même, si vous avez du temps. Merci, honorable président. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, tout simplement pour reprendre mes mots de remerciement à l'endroit du professeur Fred Sélimé. Un grand merci et que vous resterez toujours gravés dans notre mémoire. Parce que je vous dis, si nous sommes là, si nous sommes motivés, si nous sommes en contact avec l'élite intellectuelle du département, en contact avec certains grands docteurs un peu partout, c'est grâce à cette étude et que nous avons décidé à un moment donné de ne pas continuer notre étude. À 2 reprises, l'appel du docteur Sélimé nous a motivés et nous sommes là encore plus motivés pour d'autres perspectives. Mais comment ne pas remercier de façon folle notre directeur de mémoire, Dr. Levenson. Dr. Levenson m'a invité à plusieurs reprises chez lui. Il était de passage à Jacmel. Là, il est déjà de retour en France. Et pour des séances. J'ai été là et après avoir travaillé pendant toute la journée, dans l'après-midi, 4-5 heures de l'après-midi, il me reçoit avec un sentiment, avec un appétit de travailler pour lire tout le devoir. Il a lu tout le devoir pour nous faire des remarques nécessaires. Mais le docteur aussi, docteur Sylvestre, un grand merci pour le cours de méthodologie en particulier, pour les profondes réflexions et nous sommes bien sur notre soif à écouter, à participer à d'autres cours de méthodologie, alors pas de méthodologie, mais de criminologie du professeur Sylvestre. Alors, merci beaucoup à vous tous et merci à l'assistance. Je crois que c'est là, moi, que je m'ai fait à ma présentation. Non, mais est-ce que tu as répondu à la question du docteur Sylvestre? Il avait fait des remarques et moi, je t'ai fait une remarque concernant le 4e chapitre et concernant pourquoi besoin, même si le docteur Levenson a donné quelques réponses, hein, mais je voulais t'entendre là-dessus. Est-ce que le docteur Sylvestre, s'il vous plaît, une fois de plus, peut reprendre pour moi la question? Non, j'ai parlé des problèmes détectés, des pistes de solutions concrètes. Je crois que Donald avait répondu, mais en terminant, il avait dit qu'il s'agissait davantage de problèmes de devoir des responsables pour faire respecter, si vous voulez, les droits humains. Quand le responsable n'applique pas ce qui est écrit, donc ça pose problème pour ceux-là qui attendent de ces responsables-là, si vous voulez, le respect de leurs droits, tels que conférés par la Constitution ou par les lois. Donc, je pense qu'en gros, moi-même, j'étais satisfait des réponses de Donald. D'accord? Mille merci, docteur.
Et puis moi, donne-moi une petite réponse sur pourquoi droits sociaux au lieu de maintenir droits humains. Pourquoi? Je n'entends pas très bien. Pour chapitre 4, pourquoi tu l'as appelé réalité des droits sociaux en Haïti au lieu de l'appeler de maintenir réalité des droits humains? Alors, mais on a déjà expliqué là qu'il s'agit précisément des droits socio-économiques et pour éviter toute confusion entre les autres catégories de droits. On a bien spécifié. Le titre indique déjà notre préoccupation, le titre indique ce qu'il va développer. C'est pour cela qu'on cesse de parler de droits humains. Étant donné ce chapitre traite de manière spécifique les droits socio-économiques, nous avons décidé de titrer ce chapitre de cette manière-là. Tu aurais pu garder droits humains, puisque là maintenant, tu parles de réalité. De réalité. Donc, réalité veut bien dire la vie des gens, quoi. Et tu aurais pu garder droits humains, et dans ton chapitre, comme tu as su faire dans tous tes chapitres, tu as su faire un chapeau pour dire de quoi tu vas parler dans ton chapitre. Donc, tu aurais pu encore garder la rhétorique droits humains, hein, et dans ton chapeau, tu dis que là-dedans, dans ce chapitre, nous allons nous cantonner particulièrement aux droits sociaux. Tu vois, c'est un petit peu, je tire un peu exprès, parce que quelqu'un qui voit ta table des matières peut dire il y a une différence entre droits humains et droits sociaux. Je ne suis pas sûr. Hein? Tu vois, moi, j'aurais toujours maintenu la notion de droit humain, parce que tu parles de problèmes sérieux, hein, dans ce chapitre. Alimentation, éducation, logement. Mais c'est des droits humains, ça. C'est des droits humains. Tu vois, c'est un peu ça ma remarque, qui n'est pas une remarque rédhibitoire ou essentielle. Mais quelqu'un peut dire, quelqu'un qui n'est pas censé tout maîtriser peut dire, il y a une différence entre droits humains et droits sociaux. C'est un peu là-dessus que j'étais avec toi. Et puis, comme j'ai compris ce que tu veux dire, est-ce que tu peux, en un mot, même si le docteur Levenson l'a expliqué, tu peux juste nous dire pourquoi tu as choisi Baudouin? Tu as posé aussi cette question. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Ton micro est fermé. Votre micro est fermé. Oui, oui, docteur. Oui, c'est là où notre souci. Mais nous pouvons toujours tenir compte de vos remarques avec notre directeur de mémoire pour voir comment on peut reformuler. D'accord? La question qu'il vous a posée, pourquoi est-ce que vous avez choisi le site Baudouin? Ah, nous avons déjà expliqué ça. Nous avons expliqué. Ah non. Tu ne peux pas dire. Non. Tu ne peux pas dire à un jury que tu as déjà expliqué ça. Le jury te pose une question, tu réponds. Tu ne peux pas parce qu'on veut t'entendre le dire. C'est parce que le jury veut t'entendre le dire. Tu ne peux pas dire à un jury, j'ai déjà dit ça, donc je ne vais pas me répéter. Tu ne peux pas dire ça à un jury, ce n'est pas possible. OK. Nous avons expliqué que les autres grandes améliorations qui se trouvent dans la zone métropolitaine, par exemple, le village de Dieu, Cité Soleil, etc., ces agglomérations s'étaient fondées de manière spontanée. Et un jour, on voit quelques familles qui viennent s'établir et ces quartiers-là grossissent et pour se transformer en des bidonvilles, en de grandes agglomérations. Mais nous avons dit attention, nous ne pouvons pas aller jusqu'à reprendre dans le contexte de l'insécurité grandissante pour aller enquêter dans cette grande amélioration et nous devons rester dans le sud-est. Il n'y a pas beaucoup de bidonvilles dans le sud-est et nous avons choisi de travailler sur le site de Baudouin qui a encore un caractère officiel. Le fait que la Constitution, c'est un document officiel, le fait que le site de Baudouin a été fondé expressément par les autorités pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller vers l'amélioration des conditions de vie des gens qui étaient dans des abris. Et là, nous disons que c'est nécessaire, c'est important de comparer le mode de vie, les conditions de vie de cette population avec la Constitution pour aller dans le sens donc, de devoir de travail avec des documents officiels comme le site Baudouin, en fait, les rares
qui existe l'une des rares agglomérations de ce type qui existe dans le sud-est et qui a en plus un caractère officiel. Voilà tout ça. Voilà. Alors, là, tu l'as dit dans ton chapitre 4, c'est pas ça le problème. Mais j'attendais que tu le dises de nouveau pour dire que si tu as l'opportunité, tu devras élargir le travail, non pas sur Baudouin, et on espère, enfin, on croise les doigts, on espère que l'insécurité va se dissiper, voire disparaître, c'est ce que nous souhaitons, pour que tu attaques des lieux peut-être encore plus marqués en termes de droits humains dans l'Ouest, peut-être. Peut-être qu'il y a des zones encore plus marquées sur lesquelles il faudrait travailler. C'est ça l'idée que je voulais avancer avec toi. OK? Voilà. Oui, nous avons essayé. Oui, vas-y. Cette réserve, pour dire, nous sommes conscients du fait que donc, le site de Baudouin n'est pas si grand. En fait, même si les résultats, les données que nous avons trouvées, puisque nous étions pendant plusieurs jours à travailler pour remplir les formulaires, nous avons jugé qu'il n'y a pas suffisamment de contradictions, il n'y a pas suffisamment de tensions, il n'y a pas suffisamment de réalité pour nous permettre d'approfondir les analyses. C'était là véritablement les limites de notre travail. Mais nous espérons voir d'autres chercheurs travailler sur d'autres endroits beaucoup plus criminogènes, beaucoup plus, disons, qui portent beaucoup plus de tension. Donc, c'est là que nous pensons que notre travail doit être utile aux d'autres chercheurs pour aller sur d'autres pistes. Et pour la communauté jacquelienne, je vous fais confidence qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs au niveau de la licence, comme par exemple à l'USEJ, qui travaillent sur le site de Baudouin. Une fois, Dr Mibsa m'a appelé pour dire il va envoyer auprès de moi quelques étudiants pour discuter avec eux sur la réalité du site de Baudouin. 3 jeunes filles étaient venues auprès de moi à la direction départementale du Sud-Est pour expliquer. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de document. Donc, c'est le premier document donc, que nous retrouvons, que nous avons en fait élaboré, peuvent aider d'autres chercheurs à aller plus loin. Alors, tu vois, heureusement que tu as répondu, ça nous a permis de comprendre encore mieux ton choix et encore mieux ce qui reste à faire. Alors, je vais mettre le terme. Je passe la parole pendant une demi-minute au docteur Levenson, puis au docteur Nelson s'il a quelque chose à dire, et je passe la présidence à mon collègue suivant. Docteur Levenson. Oui, merci. Merci, docteur Fred. En fait, ce que je voudrais ajouter par rapport à la question que vous avez posée quant au site, le choix du site, et qui pourrait peut-être suspecté d'un site trop, je dirais, trop restreint pour faire un travail de master, mais il serait difficile en même temps de travailler sur un sujet de master sur plusieurs sites à la fois. Il faut savoir que ce site, quoique la taille soit réduite, mais c'est un site quand même qui accueille plus d'une centaine de familles. C'est un site pilote. Plus d'une centaine de maisons. Plus d'une centaine de maisons. Donc, dans une maison, il peut y avoir plusieurs familles, comme on sait comment ça se passe en Haïti, un frère qui a épousé une femme, et puis etc. Donc, il y a vraiment toute une logistique qui a été mise en place là-bas pour faire de ce site comme une sorte de petite agglomération. Il y a une église, il y a une école, il y a même un centre médical, et voilà, c'est vraiment un site, je dirais un site officiel et non sauvage, même si les conditions de vie là-bas soient sauvages, mais c'est un site quand même qui reflète les réalités politiques du pays. Ok, merci. J'appelle ça un site pilote. Nelson Sylvestre. Docteur Nelson Sylvestre, il y a quelque chose à dire avant que je termine? Rien.
Donald, je mets un terme. Si tu as un mot à dire, pas plus, un mot. Oui, merci pour votre encadrement. Lorsque je dis votre encadrement, l'UIS pour votre encadrement, pour le fait que vous avez été toujours une grande université. Tout est planifié, comme je dis, tout est organisé. Et je profite aussi pour enfin remercier tous mes professeurs, l'assistance et tous ceux qui ont participé à notre formation. Émile, merci. Merci à toi, merci au docteur Levenson, merci au docteur Sylvestre, merci à l'auditoire, merci à tous. Je mets un terme à l'enregistrement. Et je relance l'enregistrement pour le docteur Nelson Sylvestre qui lui préside la prochaine soutenance.